des questions. Je pense qu'elles ne vont pas manquer. Monsieur. Comment je passe. Non, on m'entend pas là. Si, on m'entend? Bah non. Bah je vais. Non, ça marche pas. Je laisse. Allez, Bon. Oui, je voulais simplement dire que nous savons tous que la faune de notre pays souffre du développement continu des activités humaines, du morcellement, de la diminution des territoires, du morcellement, de la pollution, du dérangement, etc. Et je m'étonne que l'Office, l'ONCFS, dans l'exposé que vous avez fait, ne parle que de prélèvement. À aucun moment vous avez parlé de protection. Je trouve ça un peu curieux. Et je voulais dire aussi, rebondir sur ce que vous avez quand même évoqué sur la notion de seuil, c'est que je m'étonne aussi que lorsqu'il est question des nuisibles et de leur destruction, il n'y a aucun seuil. Quand les chasseurs gèrent les populations animales chassées, ils font des plans de chasse. Lorsqu'il est question des nuisibles, il n'y a aucun seuil et donc on prélève, enfin comme on dit, prélève, c'est-à-dire on tue, on détruit sans limitation. Donc l'État ne donne aucune indication là-dessus. Je peux répondre ? Ouais. Oui, c'était l'objet de mon... Je ne pense pas que la donnée scientifique peut définir des seuils. Je ne le pense vraiment pas. Je ne pense pas que c'est le débat. Nous, on peut donner des évaluations, dire qu'on pense que telle ou telle population est plutôt en bon état. Vous dites la faune souffre, pas toute la faune. Il y a des espèces qui se portent bien, qui se portent mieux, qui vont même clairement, vraiment, vraiment mieux, dans les protégés, dans les pas protégés. Le renard n'est pas une espèce, malgré les prélèvements importants, malgré toutes les limites qu'on peut mettre. Vous avez vu l'article auquel j'ai fait référence. À aujourd'hui, on n'a pas d'indicateurs qui nous disent que l'espèce va mal, bien au contraire. Parce qu'elle a une dynamique de... Non, je ne dis pas que ça n'a pas d'effet sur la... Non, attendez, excusez-moi. Je ne dis pas que ça n'a pas d'effet sur... Non, je dis que ça n'a pas d'effet en termes d'évaluation. La population survit et survit bien. Non, là, on a quand même un petit peu des données. Le dernier article qu'on a fait, je pense que la tendance, elle n'est pas fausse sur 10 ans. Je pense que c'est juste ce qu'on a fait là. Après, il y a peut-être des secteurs localement où ça va mal. Vous avez l'impression, mais est-ce que vous avez des données pour objectiver ça ? C'est juste, vous mettez en regard le montant total du prélèvement avec ce qui se passe. La population de renards, c'est une espèce qui est extrêmement, entre guillemets, dynamique, et qui a une capacité de reproduction, de dispersion qui fait qu'elle résiste à ces prélèvements. Il y a plein d'espèces qui résistent aussi. Hein. Là-dessus, on en apprend tous les jours. Après, c'est un débat de savoir si c'est opportun de le faire ou pas. Moi, ce qu'on me demande, c'est de statuer. Pour cette espèce-là, je peux dire aujourd'hui qu'en l'état des connaissances, c'est pas une espèce qui va mal, bien au contraire. Et il y en a d'autres. Hein. La martre est une espèce qui va plutôt bien. La loutre est une espèce qui va bien. Et on a des éléments factuels qui recolonisent. Le chat forestier est une espèce qui va bien. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont protégées dans celle-là, mais pas toutes. Donc il faut aussi, l'objet de ce que je vous ai montré, c'est aussi de regarder bien les données, parce que c'est difficile. Sur l'autre élément, vous m'avez demandé pourquoi est-ce que, vous avez d'ailleurs dit, l'État n'a pas fixé de seuil. Je pense que c'est effectivement peut-être le ministère qui fixe des seuils, mais c'est pas nous. Je crois que ça, c'est une nuance qui est importante. Moi, je ne suis pas positionnée dans la posture de la décision politique qui doit prendre en compte d'autres éléments que la donnée scientifique, bien entendu. Et je pense que l'objet du débat aujourd'hui, c'est ça. Et je voulais juste faire une petite précision parce que ça me titille. À l'examen en 2002, dès 2003 du rapport dont tu as fait mention, François, l'Office, encore une fois, a fait un rapport qui avait vocation à faire un état des lieux des connaissances. Et on n'a pas statué sur l'opportunité ou non de classer nuisible. Pour moi, c'est extrêmement important. Ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets-là. Mais mon objet, c'est d'essayer de donner des éléments techniques.
dont on peut parler dans le détail pour que chacun se fasse une idée la plus précise possible. C'est validé scientifiquement parce que on publie à l'international. Ensuite, on essaye de vulgariser et ça, on peut en parler. Ça, c'est mon travail. Après, le débat, non. Je pense qu'on ne peut pas faire les deux. On parlait de conflit d'intérêts, je pense aussi qu'on ne peut pas toujours faire les deux. Oui, merci beaucoup. Voilà. Vous accompagner, est-ce que tu peux dire ? D'accord. Ouais, on m'entend. Moi, il y a un point surtout que j'aimerais soulever, qui n'a pas, en mon sens, été soulevé et qui ne sera pas soulevé dans le colloque. C'est surtout la soumission de la chasse, j'entendrai chasse, destruction des nuisibles et chasse, au lobby. En mon sens, il n'y a aucune espèce nuisible endogène, enfin aucune espèce qui est endogène, qui est nuisible. Il n'y a que éventuellement des espèces exogènes qui seraient éventuellement nuisibles. Et je vais prendre l'exemple du putois. Le putois, c'est le furet qu'on connaît commun. C'est simplement, le putois n'est qu'un furet sauvage. Et le furet sauvage n'est qu'un putois domestique. Et c'est un auxiliaire d'agriculture. Il détruit les mulots, il détruit les campagnols. Il a un rôle extrêmement bénéfique pour l'environnement. Pour les agriculteurs, d'ailleurs, c'est vraiment un allié des agriculteurs. Et je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, il serait nuisible. Sous aucun prétexte, je ne comprends pas. Il n'y a pas de problème lié à la santé, à la sécurité publique. Tout comme j'ai pu voir des arrêtés préfectoraux classant le lapin comme étant une menace pour la sécurité publique. C'est sincère. Dans le Calvados ou quand, je ne sais plus justement, il y a les cimetières aussi. Et personnellement, je n'ai jamais eu peur d'un lapin dans la rue à minuit. Mais voilà, il y a des points qui mériteraient d'être soulevés, notamment la soumission du lobbyisme et de la chasse et des nuisibles. Je pense sincèrement que si le putois aujourd'hui est un nuisible, simplement parce qu'il détruit les lapins et que les chasseurs adorent les lapins, adorent tuer les lapins. Et ils les tuent comment d'ailleurs, les lapins ? Ils vont les déterrer avec des putois qui sont des furets sauvages. Donc c'est assez drôle que l'un soit l'auxiliaire du chasseur et en même temps il s'amuse à le détruire. Voilà. Je peux vous répondre pour le lapin. L'aspect santé publique pour le lapin, c'est notamment dans les aéroports. Voilà, c'est sur, voilà. Donc c'est pour les talus. Non, mais c'est juste une réponse factuelle, voilà. Et donc je sais que c'est souvent évoqué quand ça arrive parce que étrangement le lapin va très mal et il y a encore des petites poches. Vous savez, c'est des populations très locales. La dynamique est très locale sur le lapin. Elle se fait quasiment au niveau d'un terrier de lapin. Et donc du coup là, il peut se poser des difficultés parce qu'ils étaient super tranquilles dans les zones enherbées qu'il y a dans les aéroports entre les passages. Bon, donc voilà, c'est ça la raison qui est évoquée en général. Pas toujours, mais en général, c'est à ce motif-là. Mais c'est sécurité publique vis-à-vis des avions, du décollage, c'est ça. C'est comme les rapaces, il y a aussi ça. Merci beaucoup, monsieur. C'est gentil. J'y retourne. Il y a marqué vraiment les sanctions il y avait marqué pour la sécurité des jardins, des golfs également, parce qu'on a classé le lapin parce qu'il détruisait les golfs, Ouais. etc. Je pense que à la fin, c'est un prétexte simplement, on a envie de le détruire, on veut bien le détruire, on veut une nature aseptisée, comme disait Alain Brun-Dubourg. Je pense que c'est un petit peu réducteur, mais voilà, c'est votre avis. Non, mais c'est votre avis. Après, c'est une réponse scientifique. Enfin, un petit peu à cette raison. Parce que... Et vous me proposez quoi comme protocole pour objectiver tout ça ? Si le lapin aujourd'hui est un nuisible, simplement juste à cause des aéroports, d'accord, dans ce cas-là, on fait une zone de sécurité auprès de l'aéroport, il n'y a pas de problème. Non, j'ai oublié de faire un rappel qui me semblait, d'habitude, je le fais toujours. Il fonctionne. Pour moi, il est évident que le terme nuisible n'a absolument aucune réalité écologique. C'est tellement évident que je ne le dis plus. C'est un terme réglementaire qui était jusqu'à présent dans notre réglementation. Et moi, je l'ai toujours pris comme ça. Écologiquement, évidemment, tous les systèmes sont extrêmement complexes. Vous parliez des relations prédateur-proie. Mais il y a des situations où, dans la pratique, même le putois peut occasionner des dégâts ponctuellement. Et une partie de l'autorisation de piégeage, parce que c'est essentiellement du piégeage, mais de destruction qui est donnée, c'est parfois pour ça, notamment vis-à-vis d'élevage ou vis-à-vis de situations. Il y a un cas auquel je pense, moi, très pratiquement, c'est quand on réhabilite le milieu pour protéger le putois, qu'on refait des garennes, parce qu'il y a ça aussi qui existe. Et je pense que dans un périmètre autour de ces garennes, pour favoriser pendant 2 ou 3 ans l'installation à nouveau de populations de lapins, et ça arrive, c'est en cours, certaines associations demandent à pouvoir piéger le putois. C'est un effet d'aubaine sur certains de nos prédateurs. Localement, ça peut arriver. Après, moi, je ne suis pas la garante de tout ce qui est utilisé, loin s'en faut.
je peux vous donner des petits éléments où il me semble que, oui, c'est possible que ce soit pertinent à ce moment-là, quand tout le contexte est bon et qu'on va... Parce que le lapin va mal, vraiment mal dans certaines zones. C'est clair. Donc quand il y a des efforts à la fois sur l'habitat et sur l'espèce et qu'on veut essayer de remettre du lapin, la clé dans ce que je dis, c'est qui veut, qui décide qui veut et comment on utilise la nature. Mais de toute façon, on manipule tout, quoi. Donc, Alors, oui. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai juste quelques questions, enfin 2 questions. Je voulais savoir si... Ah, vous m'entendez ? Oui. Alors, pour définir en fait le terme de nuisible, est-ce qu'il ne faudrait pas confronter les données humaines et anthropologiques aux données biologiques ? C'est une question un peu générale. Et j'avais envie d'avoir un peu plus de précision sur les prélèvements par rapport aux oiseaux. Qu'est-ce qu'on a le droit ou quoi ? Enfin, je ne comprends pas vraiment en fait tout ce qui concerne les oiseaux. Cette notion de nuisible, en fait, tout le colloque et demain encore, on va en parler. Et je pense que peut-être ou peut-être pas, vous aurez une idée un peu plus précise demain. Mais c'est évident qu'on associe des notions biologiques, plus sociales, plus historiques, plus conscientes, plus inconscientes. Nos amis les mustélidés, pendant très très longtemps et encore maintenant, on les appelle les puants. Et puant, c'est pas un mot très gentil globalement. Je ne sais pas si on traite de puant, ça ne fait pas toujours plaisir globalement. Donc on peut supposer que c'est plutôt négatif. Et donc les animaux qui transportent ce terme-là au cours des décennies, forcément finit par... ça peut déformer la façon dont on les perçoit. Alors après, il y a un travail de réhabilitation, ou simplement de retirer les lunettes, les filtres, d'accepter, de regarder, de lire un peu, de se renseigner, de sortir aussi, de voir ce qui se passe dehors et de se faire une vraie idée. Mais on est tous d'accord qu'il y a beaucoup d'animaux qui peuvent m'embêter, qui peuvent vous embêter. Si on décide d'éliminer tout ce qui vous embête tous, il ne restera plus grand-chose. Donc l'idée, ce qu'a dit André au tout début, c'est comment vivre ensemble. Mais ça veut dire qu'on doit tous accepter un certain nombre de compromis. Et évidemment, de temps en temps, il y a des animaux qu'on devra prélever parce que vraiment, il n'y a pas d'autre solution sur l'endroit, sur le site, à partir du moment où la population n'est pas en péril, etc., etc. Il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui existent déjà, mais c'est vrai aussi qu'on peut vivre sans ce terme nuisible, et je pense qu'on ne sera pas beaucoup plus malheureux. Raphaël souhaitait réagir à... Oui. Je voulais juste revenir à un exemple de sécurité, les digues de Camargue par exemple, éviter les risques de rupture de digues. La question de nuisible est éminemment anthropologique. André Micou l'avait déjà signalé en introduction, il y a vraiment un enjeu de connaissances situées, de cadrage, de dépendance au contexte. Donc pour moi ça va de soi. Et les données scientifiques, quand moi, tout à l'heure, j'appelais sur le sanglier ou sur le flamant rose, on connaît généralement assez bien les dynamiques de pop de certaines espèces gibier ou espèces protégées, dynamiques de population, pardon. Par contre, on connaît très peu, finalement, l'écologie spatiale, les habitudes des animaux, les déplacements, et c'est surtout là que se nichent, évidemment, beaucoup d'éléments du conflit sur les représentations, mais aussi sur la réalité des responsabilités, de la redistribution des responsabilités. Puis un dernier point, tous les animaux sont manipulés, donc si on manipule le terme nuisible, donc si on cherche différents anagrammes à nuisible, il y a subi, il y a seuil et il y a lubie. Voilà, j'ai pas mieux là. Si je peux me permettre, les choses sont très complexes et aussi, on a montré, Raphaël et Anthony ont bien montré comment avec toutes les catégories d'acteurs pouvaient donner lieu à des alliances, etc. Et encore, sont-ils pas rentrés dans une autre distinction que moi je pense être très importante justement pour la résolution des conflits. Quoi qu'on en veuille, dans des commissions officielles, etc., on a affaire à des représentants de groupes. Or, l'expérience montre que quand je m'adresse à des porte-paroles, j'ai obligatoirement pratiquement des positions des 20 contre 5, quoi. Et puis, si je discute avec mon voisin qui est agriculteur ou avec l'autre qui est chasseur, etc., j'aurai des vues complètement différentes. Donc souvent, ce qu'on ne peut pas régler à des niveaux très élevés, où là, il y a des oppositions idéologiques pratiquement, on peut les négocier
plus simplement, plus humainement, je dirais, quand on n'a pas affaire à ces représentations fixées, quoi. C'était juste ça. En tout cas, moi, je sais que je travaille toujours à essayer de regarder au concret, aux gens qui vivent avec. Bon, toi, qu'est-ce que tu penses? Bon, d'accord, on va... On l'a fait, hein. C'était les postures, la différence entre les postures justement des représentants, les syndicats agricoles, les responsables de chasse, et puis finalement tous les arrangements sociaux qui marchent très bien finalement localement dès qu'on arrive à nouer le dialogue. Jean-Claude Saunier, président de l'Union nationale des piégeurs agréés de France. Je voulais, c'est pas tellement une question, c'est une précision que je voulais apporter parce que depuis ce matin, on a l'impression que le piégeage des nuisibles, entre guillemets, qui ne s'appelle plus nuisibles, il a lieu aux quatre coins de l'Hexagone. Il faut quand même, ça n'a jamais été précisé, que la plupart des nuisibles, entre guillemets, ne sont régulables que dans des zones très précises. C'est pour ça que l'on disait tout à l'heure, ça a déjà été dit, qu'on s'adressait à l'animal qui avait posé des problèmes. Hein. Vous ne pouvez pas piéger la fouine au beau milieu de la forêt. On ne peut la piéger qu'autour des habitations, qu'autour des endroits où elle est susceptible de poser des problèmes. Ce qui limite quand même très nettement l'impact du piégeage sur les populations. Hein. Depuis le temps que l'on piège, si vraiment c'était réellement efficace, je pense que les populations seraient beaucoup plus menacées qu'elles le sont actuellement. Donc je voulais quand même apporter cette précision. À part le renard ou les espèces exotiques qui peuvent être piégées à peu près partout, tous les autres espèces ont des lieux de piégeage, de régulation très précises. Oui, bonjour, merci. Donc je voulais remercier Monsieur Mattervey pour avoir parlé du livre de Zoopolis, parce que c'est vraiment un livre qui est vraiment majeur, qui permet de repenser en fait la relation humain-animaux. Et à mon avis, dans les perspectives que l'on a, nous en tant qu'humains justement, sur cette relation avec eux, je pense que c'est un livre qui est vraiment porteur. Donc je voulais vous remercier de l'avoir souligné dans votre présentation. Ma question est celle-ci, c'est-à-dire tout à l'heure vous avez dit que les dégâts qui étaient occasionnés par les flamants roses ne permettaient pas en fait une indemnisation. Donc en fait ma question c'était voilà, pourquoi dans ce cas-là il n'y a pas d'indemnisation alors que pour le loup par exemple il y a des indemnisations si jamais par rapport au cheptel qui aurait été attaqué. Donc je voulais savoir voilà, pourquoi cette différence. Oui. Pardon. Donc la différence c'est que c'est un oiseau. Et qu'en fait, il n'y a pas eu de ligne budgétaire à allouer aux indemnisations pour le flamant rose. Un propriétaire camarguais qui était assez zélé, selon certains, mais en tout cas qui est assez efficace, en tout cas, avait porté ça, je crois, devant le Conseil d'État à la fin des années 80 ou début 90. Pardon ? C'était en 79 ? Ah, d'accord, ok, je confonds les deux dates avec Grossi. Et en fait, du coup, je crois qu'ils avaient réussi à avoir, ils étaient 3 propriétaires, si mes souvenirs sont bons, ont réussi à être indemnisés à cette époque-là, non ? En tout cas, ils le prétendent. Ça, j'ai pas vérifié, mais... C'est l'arrêt plan contre l'État français. Effectivement, plainte de 3 propriétaires pour les dégâts de flamant rose en rizière. Et alors c'était une espèce protégée, les propriétaires disaient que l'aménagement de l'îlot artificiel du Fangassier avait provoqué une présence anormale des flamants roses dans la région, et donc il y avait un défaut de gestion de l'espace protégé par rapport au seuil de capacité. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État a jugé que sur des terrains à propriété privée particulière, donc, les propriétaires avaient à supporter la présence d'espèces protégées res communis, dans ce cas-là, comme l'a indiqué Aline Treillard ce matin, hein, et qu'ils devaient donc en faire leur quote-part des dégâts économiques induits par ces espèces protégées. Il faut savoir qu'en 2005, le Conseil d'État a renversé complètement cette jurisprudence, notamment par rapport au problème du grand hamster. On a là vraiment un problème d'évolution sociétale par rapport à la relation dégâts économiques, propriété privée, espèces, res communis.
Non, reste communiste dans ce cas-là, le reste du lieu, comme l'a dit Mme Treillard, elle a raison ce matin, c'est sur des propriétés privées, et on peut dans ce cas-là s'approprier la bête sur sa propriété privée, même si elle est reste communiste, elle devient nullius, sur le truc. Par contre, il y a une reste communiste qui s'impose à toutes les autres parties. Donc ce point de droit, il génère de vives tensions puisque les propriétaires considèrent qu'ils sont, les agriculteurs propriétaires considèrent qu'ils ne sont pas traités de manière égale par rapport aux éleveurs qui ont des indemnités avec le loup, avec l'ours, etc. Oui, je regrette, mais on va passer à la table ronde. J'ai juste deux petites questions. Il y a une première question concernant les renards. Vous avez donné des chiffres de plusieurs centaines de milliers de renards. Moi, j'avais des chiffres plus importants, mais bon, je ne sais pas. Mais plusieurs centaines de milliers de renards prélevés par an. Est-ce qu'on sait par rapport à la population? Est-ce qu'on a une idée de la population des renards? Ça, c'est ma première. Enfin, c'est une question. Je voulais savoir, ça représente est-ce que ça représente une forte pression de sélection sur l'espèce? Et est-ce qu'on a étudié l'impact que peut avoir sur la modification de l'espèce de la pression de sélection? L'autre point que je voulais demander, c'est quand on parle de prélèvement, en général, c'est létal. Est-ce qu'il est possible d'envisager, par exemple, pour le lapin, vous dites que le lapin est en mauvaise santé à certains endroits, est-ce qu'il y a des stratégies de prélèvement non violents? Je vous propose de vous répondre peut-être en aparté, parce que je risque d'être un peu longue, pour l'aspect renard. Et les prélèvements, c'est un raccourci que je ne devrais pas utiliser. Je voulais bien dire destruction au sens prélèvement létaux. Hein. Voilà. Alors pour le lapin, on pourrait imaginer, mais on pourrait sûrement imaginer des solutions de capture. Mais les translocations, c'est un vaste débat. Alors surtout avec l'état sanitaire, je pense que sur le lapin, il vaudrait mieux pas l'envisager là.